Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien et se trouve en pleine forme pour cette séance de physique. Alors aujourd'hui, nous commençons un nouveau thème qui va nous occuper pendant 6 chapitres et aujourd'hui, nous allons traiter un chapitre sur ces 6. Avant de commencer ce chapitre, un mot de présentation de la thermodynamique. Alors la thermodynamique, c'est un des grands champs de la physique, comme par exemple la mécanique, l'électricité ou l'optique. Eh bien, la thermodynamique, la science, c'est une science qui étudie le lien entre la température, ça c'est la partie thermo dans le mot, et le mouvement, ça c'est la partie dynamique dans le mot. Eh bien, c'est la recherche de cette donc corrélation entre température et mouvement qui a donné naissance à cette science qui a commencé à se développer fin 18e siècle, au début de la révolution industrielle, avec par exemple le développement de la machine à vapeur. Si on prend l'exemple de la machine à vapeur et qu'on s'intéresse à cette machine, eh bien dans cette machine, c'est la chaleur qui provient de la combustion du charbon qui va vaporiser de l'eau et cette vapeur d'eau va entraîner un piston et ce piston va produire un mouvement. Donc on voit bien dans ce simple exemple de la machine à vapeur qu'on va avoir une conversion d'énergie thermique en énergie mécanique. Eh bien, sur le constat de cette conversion d'énergie thermique en énergie mécanique, on peut se poser plusieurs questions. Par exemple, quel est le rendement de cette conversion? Si on imagine qu'on veut déplacer un objet sur une certaine distance, on peut déterminer le travail mécanique à fournir et à partir de là, on pourrait se dire, bah, si on veut fournir tel travail, à quelle énergie thermique ça correspondrait étant donné la conversion? Et dit différemment, il faudrait qu'on s'intéresse, qu'on produise, pardon, la combustion de quelle quantité de charbon? Eh bien, toutes ces questions-là, ce sont des questions que pose la thermodynamique et à laquelle elle répond et auxquelles, pardon, elle répond. Au passage, ce sont ces progrès de la, thermodynamique qui ont accompagné la révolution industrielle, au moins la première. Alors dans ce chapitre, on va poser les bases de la thermodynamique et ces bases nous serviront dans tous les autres chapitres. On va voir essentiellement des définitions, c'est un chapitre qui est descriptif. Ces définitions, il va falloir les connaître, donc les apprendre, pour bien comprendre les énoncés des problèmes que l'on devra résoudre. Je vous présente dans les grandes lignes le plan que nous allons suivre. Tout d'abord, on va montrer que la thermodynamique, c'est une science qui est une science essentiellement macroscopique, bien que les phénomènes qu'elle décrit ont une origine microscopique. Donc, premièrement, on va montrer que la thermodynamique est une science macroscopique. Dans une deuxième partie, on va montrer comment est-ce qu'on définit les systèmes qui nous intéressent. Prenez l'exemple de la mécanique que vous connaissez bien maintenant. La première chose qu'on fait, à chaque fois le tout premier pas dans l'étude d'un problème de mécanique, c'est la définition, c'est le fait de délimiter le système qui nous intéresse. Ben, en thermodynamique, ça va être la même chose, sauf qu'en thermodynamique, on n'a pas d'objet, et donc il y a un petit travail à faire sur la définition des systèmes thermodynamiques. Dans cette deuxième partie sur les systèmes thermodynamiques, on va donner aussi des adjectifs qui nous permettent de caractériser, de qualifier les systèmes thermodynamiques. Et enfin, dans la troisième et dernière partie de ce chapitre, on va voir comment décrire l'état, ce qu'on appelle l'état d'un système thermodynamique, et on va voir que la définition de cet état nécessite ce qu'on appelle des grandeurs d'état, comme par exemple pression, volume, température. Donc je le redis, ce chapitre il est assez descriptif, mais toutes ces descriptions, enfin tout ce qu'on va introduire qui permet de décrire un système, devra être bien connu parce que si on ne s'entend pas bien sur les définitions des mots, alors on ne pourra pas bien se comprendre. Et vous, concrètement, ce que ça signifiera très concrètement, c'est que si vous ne connaissez pas les mots, vous ne comprendrez pas ou vous comprendrez mal les questions qui vous seront
poser le jour d'une évaluation ou le jour du concours. Allons-y. Donc, on commence, chapitre 20, introduction à la thermodynamique. Donc, la thermodynamique, je l'ai dit, c'est une science née à la fin du XVIIIe siècle, qui étudie les propriétés de la matière à l'échelle macroscopique. Et vous voyez, ce qui est important, et que j'ai mis en italique, c'est cette caractérisation de l'échelle, donc l'échelle macroscopique. Le champ d'application de la thermodynamique, c'est très vaste, c'est moteur, centrale électrique thermique, dispositif réfrigérateur, etc. Et plus on avancera dans les chapitres, et plus on se rapprochera des applications. Première partie, description microscopique et macroscopique de la matière. Dans cette partie, on va montrer pourquoi la thermodynamique est une science macroscopique. Pour ça, ce qu'on peut montrer, c'est qu'il est impossible de décrire précisément un, un système par une approche microscopique. Comme exemple, j'ai pris les deux exemples suivants. Imaginons que les systèmes que l'on souhaite décrire, ce soit l'eau liquide contenue dans une bouteille d'eau, ou bien l'air qui contient la pièce, par exemple, dans laquelle vous vous trouvez. On peut se dire, a priori, que si on veut décrire précisément ces systèmes, ben, on va essayer de caractériser l'état de toutes les particules qui constituent ce système. Donc, par exemple, si on veut décrire précisément 1 litre d'eau liquide, ben, on se dit on va essayer d'avoir comme information la position de toutes les molécules d'eau et leur vecteur vitesse. On peut partir sur cette piste-là et se dire ben, on va commencer par essayer de dénombrer, on va essayer d'estimer le nombre de particules qui sont contenues dans une bouteille d'1 litre d'eau et de particules d'air, c'est-à-dire en fait le nombre de molécules de diazote et dioxygène confondues, contenues dans une pièce, et on suppose que l'air de cette pièce est à pression et à température ambiante. À ce stade-là, peut-être ce que vous pouvez faire, c'est mettre la vidéo sur pause et la reprendre. Donc vous mettez la vidéo sur pause, vous cherchez un petit peu et ensuite vous reprenez la vidéo pour poursuivre mes explications. Alors pour faire ça, pour estimer le nombre de particules contenues dans une bouteille d'eau d'1 litre, heu et de particules d'air dans une pièce, ce qu'on fait, c'est on essaie de lister toutes les relations qu'on connaît qui vont faire intervenir un nombre de particules. Et là, on va prendre appui sur une formule de chimie, qui est la formule suivante: grand N est égal à petit n fois Na. Donc Na, c'est le nombre d'Avogadro qui, qui constitue le nombre d'entités chimiques qu'on va avoir dans une mole. Donc c'est 6,02 fois 10 puissance 23 entités par mole, d'où l'unité mol-1. Petit n, c'est le nombre de paquets, c'est le nombre de moles qu'on a. Et donc bien sûr, si on veut avoir le nombre d'entités qu'on a dans n paquets, ben on multiplie le nombre de paquets fois le nombre d'entités qu'on a dans un seul paquet. Donc ça nous donne grand N est égal à petit n fois Na. Nous, ce qu'on cherche, c'est le nombre de particules, le nombre de molécules contenues dans 1 litre d'eau. Donc c'est ce N que l'on cherche, et pour ça, il faut qu'on détermine petit n, c'est-à-dire le nombre de moles contenus dans 1 litre d'eau. Pour cela, on va utiliser une deuxième formule que vous avez vue en chimie. N est égal à petit m sur grand M. Ici, un point de vigilance sur les unités, puisque la masse molaire, habituellement, elle s'exprime en grammes par mol. Vous voyez que au numérateur, la masse doit s'exprimer en grammes. Et par conséquent, la quantité de matière s'exprimera en mol. Alors, on va utiliser la formule de droite pour déterminer la quantité de matière associée à 1 litre d'eau. Et ensuite, en multipliant cette quantité de matière par Na, on aura le nombre de molécules d'eau contenues dans 1 litre d'eau. On utilise le fait que à température ambiante, 1 litre d'eau, ça pèse 1 kilogramme. Alors là, j'ai oublié, puisque 1 litre d'eau pèse 1 kilogramme, ah non, c'est bon, puisque 1 litre d'eau pèse à température et pression ambiante
1 kg. Alors N vaut, la masse, c'est 1 kg, donc c'est 1000 grammes, donc 10 puissance 3 grammes. Et la masse molaire de l'eau, c'est 18 grammes par mol. Par conséquent, grand N, c'est, donc ici j'ai petit m sur grand M fois le nombre d'Avogadro. Ici j'ai fait une application numérique en ordre de grandeur parce que je trouve ça intéressant d'en faire de temps à autre. Le 18, je l'approxime par 20, le 6,02 par 6, donc ça me donne ceci, 10 puissance 3 divisé par 20, fois 6 fois 10 puissance 23. 10 puissance 3 divisé par 20, ça me fait 1 demi, fois 10 puissance 3 divisé par 10, donc ça me fait 0,5 fois 10 puissance 2, fois 6 fois 10 puissance 23. Et ça me donne bien, ici j'ai 5 fois 10 puissance 1, fois 6 fois 10 puissance 23, donc ça va me donner, j'ai dit 5 fois 10 puissance 1, donc 30 fois 10 puissance 24, donc 3 fois 10 puissance 25 molécules d'eau. Donc on voit que dans 1 litre d'eau, on a environ 3 fois 10 puissance 25 molécules d'eau, qui est un nombre gigantesque. On poursuit, et on fera l'interprétation après, on poursuit par l'estimation du nombre de molécules d'air, c'est-à-dire du nombre de molécules confondues de dioxygène et de diazote dans une pièce. Alors, toujours pareil, je repars de la relation grand N est égal à petit n fois Na, sauf que dans ce cas-là, j'ai pas directement la masse d'air contenu dans la pièce. Alors je peux utiliser la loi des gaz parfaits, donc bien sûr en faisant l'hypothèse que, en modélisant l'air comme ayant un comportement de gaz parfait. Par conséquent, on va pouvoir appliquer pour l'air la loi d'état des gaz parfaits, donc PV est égal à nRT. J'isole ce qui m'intéresse, c'est-à-dire la quantité de matière, et j'obtiens N est égal à PV sur RT. Alors la vigilance sur les unités, la pression s'exprime en pascal dans le système international. Le volume, attention, il ne s'exprime pas en litres mais en mètres cubes. R, je l'ai mis dans la marge, c'est la constante des gaz parfaits, qui vaut 8,314 joules par Kelvin par mol, ce que j'ai noté plus rapidement ici, unité du système international. Et la température, ici aussi on fait attention, elle s'exprime en Kelvin. Et pour une température exprimée en degrés Celsius, le passage à la température en Kelvin se fait par l'ajout de 273,15 à 5 chiffres significatifs. Alors on peut commencer par réfléchir aux ordres de grandeur qu'on a. La pression, on va prendre la pression atmosphérique, donc on va prendre 1 bar, c'est-à-dire 10 puissance 5 pascal. La température, on va prendre environ 20 degrés Celsius. Donc ici j'ai fait la conversion des degrés Celsius en Kelvin. Et l'ordre de grandeur le plus délicat entre guillemets à trouver, c'était le volume de la pièce. J'ai pris une pièce typique de surface au sol 20 mètres carrés et pour hauteur, alors on aurait pu prendre 2 mètres ou 3 mètres si c'est une belle hauteur sous plafond. Moi j'ai pris 2,5 mètres. Donc ce qui me donne un volume de 50 mètres cubes. Je combine les deux expressions littérales, ça me donne ceci, ça va me permettre de faire une seule application numérique et donc de limiter les erreurs d'arrondi. Par conséquent, voilà, je remplace les valeurs en accord avec les unités données ici. Et ça me fournit, alors j'ai gardé un seul chiffre significatif, et ça me fournit 10 puissance 27 molécules confondues, diazote ou dioxygène, dans la pièce. Ça, ce sont les calculs. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait dire et l'interprétation qu'on peut faire de ces valeurs-là. Donc vous voyez qu'on a dans les deux systèmes choisis, un système gazeux et un système liquide, 10 puissance 27 molécules pour le nombre de molécules dans une pièce, et 10 puissance 25 environ molécules d'eau dans une bouteille d'1 litre d'eau. Si on garde notre idée idéale, utopique, c'est de caractériser chacune de ces particules. Autrement dit, il faudrait idéalement être capable de donner la position et le vecteur vitesse pour chacune de ces particules.
Eh bien, ça fait un trop grand nombre de données et en plus de ça, est-ce qu'il est vraiment pertinent d'avoir la vitesse de chacune des particules pour nous qui voyons les systèmes à l'échelle macroscopique et qui ne voyons pas à l'œil nu les particules? Pour cette raison-là, heu, une description microscopique de la matière n'est pas envisageable et c'est même pas que c'est ennuyeux, c'est que c'est pas envisageable. On est obligé de, de moyenner et de considérer à plus grande échelle tous les systèmes. C'est la raison pour laquelle la thermodynamique, historiquement, est d'abord une science qui est macroscopique. Et d'ailleurs, à, historiquement, au moment où la thermodynamique est en train de se bâtir, la notion d'atome n'existe pas encore. Donc on voit que dans les conditions usuelles de température et de pression, ce nombre énorme de particules empêche tout traitement, même informatique de la situation. Et ceci est impossible, même avec les ordinateurs actuels les plus puissants, qui au passage sont capables de traiter euh, un système thermodynamique constitué de 10 puissance 12 particules. Mais on voit que 10 puissance 25 et 10 puissance 27, on n'est pas du tout dans les ordres de grandeur que les systèmes informatiques actuels peuvent traiter. Donc de plus, la connaissance des trajectoires de chacune des particules du système étudié ne comporte pas vraiment d'intérêt. En revanche, si on s'intéresse à ces systèmes-là, à l'échelle, cette fois-ci macroscopique, c'est-à-dire à notre échelle, eh bien, il y a de nouvelles quantités qui vont apparaître et qui vont permettre de caractériser le système de manière pertinente. Ces nouvelles quantités qui sont définies à l'échelle macroscopique, bah, c'est par exemple la température, la pression, le volume, la masse, la quantité de matière. L'objectif que se donne la thermodynamique, c'est d'étudier les objets macroscopiques, alors de les étudier dans leurs états d'équilibre, c'est-à-dire dans des états stationnaires, c'est-à-dire pour lesquels les grandeurs d'état, température, pression, volume, quantité de matière ne varient pas dans le temps, à l'aide donc d'une description macroscopique. Eh bien, la thermodynamique, elle repose sur certaines lois qui sont des lois phénoménologiques, c'est-à-dire que ces lois-là n'ont pas pour base, euh, n'ont pas pour base de la théorie, mais l'observation de phénomènes. C'est pour ça qu'on parle de principes phénoménologiques. Donc cela signifie qu'à partir de résultats expérimentaux, on postule un certain nombre de lois et bien sûr ces lois, à chaque fois on cherche à ce qu'elles soient le plus minimal possible. Donc comme pour toutes les lois physiques, elles doivent permettre d'expliquer ce qu'on connaît déjà et de faire des prédictions. Hem, donc voilà, d'un point de vue historique, la thermodynamique connut des développements à partir de la fin du XVIIIe siècle, lors de l'étude de la conversion d'énergie thermique, c'est-à-dire chaleur, en travail mécanique, c'est-à-dire le mouvement par des machines. Alors, une remarque, les résultats de la thermodynamique ont pu être retrouvés par une approche statistique qui prend appui sur le comportement microscopique de la matière. Et donc, en ayant une approche statistique, c'est-à-dire plus globale du mouvement microscopique des particules, eh bien, on arrive à retrouver les lois de la thermodynamique. Donc, à retenir de cette première partie, à l'état d'équilibre, un système thermodynamique va pouvoir être décrit par un petit nombre de grandeurs, qu'on appelle aussi des paramètres ou des variables, donc par un petit nombre de grandeurs d'états qui sont mesurables à notre échelle. Par exemple, la pression, la température ou le volume. J'ai défini ce qu'est un état d'équilibre ici. Donc un système thermodynamique, il est à l'équilibre s'il est stationnaire, c'est-à-dire si les variables d'état ne varient pas dans le temps, sont constantes dans le temps. Ok, donc on voit à ce stade-là que faire de la thermodynamique, c'est se placer à une certaine échelle, qui est l'échelle a priori macroscopique. On peut aller un petit peu plus loin et dire que euh, on peut aussi faire de la thermodynamique en se plaçant à une échelle mésoscopique. J'ai déjà parlé de l'échelle microscopique et donc on voit que à ce stade-là, on va faire un petit rappel pour bien ancrer les connaissances sur les trois échelles de la matière. Donc le nombre d'Avogadro, c'est un nombre clé
qui fait le passage schématiquement entre l'échelle microscopique et l'échelle macroscopique. C'est-à-dire que un échantillon macroscopique, de manière schématique, on peut considérer qu'il est constitué par un très grand nombre de particules, et si on veut quantifier ce très grand nombre, eh bien c'est le nombre d'Avogadro. On distingue trois échelles de longueur. L'échelle macroscopique, qui est notre échelle. L'ordre de grandeur typique de notre échelle, c'est le mètre. Et à cette échelle, la matière paraît continue, c'est-à-dire on ne va pas voir de discontinuité, on ne va pas voir le vide, par exemple, qu'il y a lorsqu'on passe d'un atome à un autre. Il y a l'échelle microscopique, qui est celle des particules, des atomes, des molécules, des ions du système. L'ordre de grandeur, c'est l'ordre de grandeur d'un atome, 10 puissance moins 10 mètres. Et puis il y a, souvenez-vous, l'échelle mésoscopique qu'on a découverte dans le chapitre précédent, qui est une échelle intermédiaire et qui va prendre en quelque sorte les avantages de chacune des échelles. Donc c'est une échelle qui est suffisamment petite pour permettre un traitement précis de ce qu'on fait, et en même temps suffisamment grande pour avoir un peu une vue d'ensemble et pas être embêté par, par la description des particules, qui est une description compliquée. Donc c'est très petit devant l'échelle macroscopique, ce qui permet une description précise, et en même temps très grand devant l'échelle microscopique, ce qui permet de définir des moyennes statistiques. L'ordre de grandeur, c'est le micromètre, c'est-à-dire 10 puissance moins 6 mètres. Et à cette échelle, la matière apparaît encore comme continue. Euh, un exemple sur cette échelle mésoscopique. L'échelle mésoscopique, dans le chapitre précédent statique des fluides, c'est l'échelle qui nous a permis de parler de la pression d'un volume mésoscopique. Si on se place à une échelle microscopique, on ne peut pas parler... non, je vais reprendre ma phrase en partant d'un exemple. Imaginons que le système qu'on considère, qu'on veuille décrire, c'est l'eau d'une piscine. Et on veut s'intéresser à l'aspect lié à la pression. Si on s'intéresse juste à une description très fine, microscopique, de l'eau contenue dans la piscine, alors dans ce cas, il faudrait qu'on s'intéresse euh, à la pression liée aux molécules d'eau. Le problème, c'est qu'on ne peut pas parler de la pression des molécules d'eau. C'est pas défini. Donc si on se place à trop petite échelle, c'est pas le bon point de vue. Si on se place à une trop grande échelle, ben on peut pas parler de la pression de l'eau d'une piscine, parce qu'en effet, la pression à la surface va être différente, va être inférieure de la pression qui va être au cœur de la piscine ou au fond de la piscine. Alors que si maintenant on adopte un point de vue intermédiaire, donc qui est le point de vue de l'échelle mésoscopique, ben on prend un petit volume d'eau, et dans ce cas-là, pour ce petit volume d'eau, on peut bien parler de la pression de ce petit volume, parce que à l'échelle de ce petit volume mésoscopique, eh bien, il y a bien une seule pression qui va être définie. Donc en thermodynamique, on se place à une échelle relativement grande, c'est-à-dire on se place à l'échelle macroscopique, ce qui est le cas le plus fréquent, mais ça peut être aussi une échelle mésoscopique. Donc à cette échelle, on ne perçoit pas les constituants microscopiques individuellement, mais uniquement des effets moyens dus à un très grand nombre de particules. Pour que vous ayez un peu de recul et pour que vous puissiez interpréter ce qui se passe à l'échelle macroscopique, il est intéressant d'avoir une idée de ce qui se passe à l'échelle microscopique. Donc nous, on ne va pas faire de physique statistique en prépa. En revanche, on va essayer d'interpréter, modestement, mais on va essayer d'interpréter ce qui se passe à l'échelle macroscopique, en raisonnant, en essayant de visualiser ce qui se passe à l'échelle microscopique. Et pour ça, dans ce chapitre d'introduction, je vais juste parler de l'agitation thermique. Ce que vous devez avoir à l'esprit, c'est que les particules microscopiques, c'est-à-dire les atomes, les molécules, les ions, sont constamment en mouvement, même lorsque la matière est immobile à l'œil nu. Pour ça, on parle d'agitation thermique parce que la source, la cause de cette agitation, c'est la température. Schématiquement, il faut que vous imaginiez
que, si par exemple si par exemple vous étiez capable, d'être aussi petit qu'une molécule de dioxygène et de diazote dans l'air. À mesure que la température diminuerait, vous verriez que les, ces particules qui constituent l'air, donc les molécules de diazote ou de dioxygène, elles se déplacent d'autant moins vite que la température est basse. Donc si vous voulez avoir une bonne intuition de ce que la température va refléter à l'échelle microscopique, c'est la vitesse d'agitation des molécules. Plus la température est élevée et plus la vitesse d'agitation des particules dans la matière est élevée. Inversement, plus la température diminue dans la matière et plus la vitesse d'agitation des particules qui constituent la matière diminue. Donc c'est pour ça qu'on parle d'agitation thermique. Cette agitation thermique, elle a été mise en évidence expérimentalement par un physicien français qui s'appelle Jean Perrin et qui a fait des expériences sur ce qu'on appelle le mouvement brownien au début du XXe siècle. Ce qu'il a fait, c'est il a saupoudré, je crois, du pollen et il a observé ce qui se passait au microscope. Et il voyait que les grains de pollen bougeait dans tous les sens avec un mouvement chaotique, c'est-à-dire qu'il était incapable de prédire le mouvement d'une particule de pollen. Et pour ça, ce mouvement chaotique, ce mouvement désordonné, enfin pas pour ça, mais ce mouvement chaotique, ce mouvement désordonné, on appelle ça un mouvement brownien. Et l'interprétation de ceci a été fournie par l'agitation thermique, c'est-à-dire le fait de dire que donc ce qu'on dit, c'est que la matière s'agite et c'est l'agitation de cette matière qui va faire bouger ces grains de pollen. Donc les changements continuels de direction de ces particules sont dus au choc de la particule brownienne, c'est-à-dire les particules de pollen dont je parlais, avec les molécules du liquide qui sont en mouvement d'agitation thermique. Donc ici, c'est la simulation d'une trajectoire brownienne, c'est-à-dire vous imaginez, vous suivez une particule, celle que vous voulez, dans un fluide, vous suivez cette particule et vous allez avoir une trajectoire comme ça, chaotique. Alors ce mouvement brownien, ça c'est pour les fluides, c'est-à-dire les liquides ou les gaz, parce que dans un solide, les particules microscopiques, alors elles bougent sous l'effet de l'agitation thermique, sous l'effet de la température, mais elles vibrent autour de leur position d'équilibre. Et souvent, les particules microscopiques dans un solide, elles peuvent être décrites par le système masse-ressort, où la masse va décrire l'atome qui va osciller autour d'une position d'équilibre. Si vous voulez une analogie pour la trajectoire brownienne, pour le mouvement brownien, alors c'est une analogie bien sûr, donc ça a ses limites, mais c'est un peu comme si vous regardiez votre mouvement dans les auto-tamponneuses lors d'une fête foraine. En fait, vous allez être percuté un peu de partout sans vraiment être capable de prévoir où est-ce que vous allez être percuté. Et vous avez comme ça un mouvement chaotique qui est le reflet d'un mouvement brownien à l'échelle microscopique. Alors justement, si je reste sur l'exemple du, des autotamponneuses dans la fête foraine, imaginez donc vous êtes dans une autotamponneuse à la fête foraine et vous posez la question de la distance moyenne que vous pouvez parcourir avant d'être percuté ou avant de percuter une autre autotamponneuse. Eh bien, cette distance-là, typiquement, elle va être de l'ordre du mètre, voilà, environ 1 mètre ou 2 mètres. Donc vous allez pas pouvoir parcourir 1 ou 2 mètres avant d'être percuté par ou avant de percuter une autre autotamponneuse. Bah, ceci, à l'échelle microscopique, c'est ce qu'on appelle le libre parcours moyen. Donc le libre parcours moyen, c'est la distance moyenne qui va pouvoir être parcourue par une particule donc qui constitue un fluide, un liquide ou un gaz, donc cette distance moyenne parcourue entre 2 chocs. Je vous conseille de retenir les ordres de grandeur suivants. Le libre parcours moyen, il vaut environ 10 puissance moins 10 mètres dans un liquide
et 10 puissance moins 7 mètres dans un gaz dans les conditions habituelles de température et de pression ambiante. Alors bien sûr, dans un liquide, comme la matière est beaucoup plus condensée, eh bien le libre parcours moyen va être beaucoup plus faible que dans un gaz. Sur sur ce schéma-là, ben, le libre parcours moyen, ça va correspondre mathématiquement, c'est comme si on faisait la moyenne de toutes ces distances-là, de toutes les distances des segments. On fait la moyenne de toutes ces distances-là, de ces segments bleus, et ce qu'on obtient, c'est le libre parcours moyen. Alors bien sûr, ça c'est schématique, hein, il est pas possible de mesurer toutes ces distances et de faire une moyenne. Pour la raison que j'ai donnée au tout début sur les études microscopiques. Ok, on résume cette partie-là. Donc si je résume, on peut dire que l'échelle microscopique est à la fois une échelle qui est dans laquelle la matière est désordonnée et qui contient un trop grand nombre de particules pour pouvoir être décrit précisément. Par conséquent, on traite les systèmes à l'échelle macroscopique. Pour traiter les systèmes, la première chose à faire, c'est de définir le système thermodynamique qu'on va étudier. Donc ça, c'est le premièrement. Donc, comme en mécanique, le premier pas, la première chose à faire pour mener une étude thermodynamique, c'est de définir le système. Concrètement, définir un système thermodynamique, ça consiste à le délimiter, c'est-à-dire ça consiste à donner, à identifier une surface fermée. Et cette surface fermée, elle est souvent notée grand sigma. Comme son nom l'indique, une surface fermée, elle est fermée, donc elle englobe un volume, et elle délimite l'intérieur de cette surface, qui est le système, avec l'extérieur. Cette surface peut être aussi nommée surface de contrôle, c'est un terme qu'on a déjà utilisé dans le chapitre précédent. Un mot de vocabulaire, l'ensemble formé par le système et le milieu extérieur se nomme l'univers. Et tout ce qui n'est pas le système, c'est ce qu'on appelle l'extérieur. Donc choisir un système, ça revient à partager par l'esprit deux zones, l'espace en deux zones. D'une part, il y a le système qui vous intéresse. Donc l'intérieur de votre système, c'est le système. L'intérieur de la surface, c'est votre système. Et tout le reste, c'est l'extérieur. Et l'extérieur plus votre système, c'est ce qu'on appelle, en thermodynamique, l'univers. Il y a plusieurs adjectifs qui peuvent qui permettent de caractériser un système, et j'insiste sur le point suivant, ces définitions, vous devez les connaître par cœur. Il faut qu'il y ait aucune ambiguïté sur ces définitions. Et il y a souvent le risque, comme en physique, de d'utiliser les définitions de ces mots dans, dans la définition qu'elles ont dans le langage courant. Et ça, faites attention parce que la physique a ses définitions propres pour des mots qui sont utilisés dans le langage courant. Donc il faut bien apprendre les définitions de système ouvert, fermé, isolé. Il faut savoir précisément ce que signifient ces adjectifs. Donc un système fermé, c'est un système qui n'échange pas de matière avec l'extérieur. Dans le cas contraire, on parle de système ouvert. Attention à la chose suivante, un système fermé, bien qu'il n'échange pas de matière avec l'extérieur, il peut échanger de l'énergie. C'est-à-dire il peut échanger un transfert thermique, il peut recevoir de la chaleur, il peut céder de la chaleur, ou il peut par exemple céder un rayonnement ou recevoir un rayonnement. Alors quelques exemples pour bien comprendre. Si on considère comme système l'air qui va être contenu dans la chambre à air d'un pneu. Ce système-là, c'est un système ouvert pendant qu'on gonfle le pneu. Parce que ce système-là, il va voir, en quelque sorte, de l'air arriver. C'est un système fermé quand la voiture roule parce qu'il n'y a pas de perte ou de gain d'air. Et en cas de crevaison, eh bien, ce système-là va perdre de la matière, va perdre de l'air. Donc, en cas de crevaison, c'est un système qui est ouvert. Un autre exemple, un petit peu plus subtil, si on étudie maintenant une conduite dans laquelle s'écoule un fluide, vous imaginez par exemple de l'eau,
qui va mettre en rotation une turbine. Eh bien, ce système, il va être donc délimité par cette surface de contrôle-là. Première chose, vous voyez que dans le cas de la turbine, ce système-là, il va être délimité par une surface qui est immatérielle. C'est-à-dire que cette surface, elle n'existe que dans notre esprit. On peut pas la on peut pas la retirer, on peut pas lui associer de matière. Alors que dans l'exemple de la chambre à air, eh bien la surface, cette surface-là, elle était bien matérielle et elle était constituée par le caoutchouc qui formait la chambre à air. Donc dans ce cas-là, la surface, elle est immatérielle. Donc ça, c'est le premier point. Un système thermodynamique peut être défini par une surface qui n'existe que dans notre esprit. Cette surface, elle peut être virtuelle, elle peut être immatérielle. Et vous voyez que dans ce cas-là, ce système-là, eh bien, il va voir de la matière rentrer par le côté gauche et il va voir de la matière sortir. Donc ce système, dans ce cas-là, c'est un système qui est ouvert. Une remarque, alors je pense que là, à ce stade-là, c'est clair, mais quand on fait des exercices, on peut vite tomber dans des pièges, et c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Mais je vous le dis une première fois, attention à ne pas se laisser piéger par les mots. Ce n'est pas parce qu'il faut une surface fermée pour définir un système thermodynamique que le système en lui-même est forcément fermé. Cette surface-là, la surface de contrôle, elle est fermée et vous voyez bien que le système, qui est le, qui est toute la matière qui va être contenue dans cette surface-là, eh bien ce système-là n'est pas fermé parce que de la matière peut rentrer et de la matière peut sortir. Donc point de vigilance suivant, attention aux pièges que peut nous tendre le vocabulaire. Ce n'est pas parce que excusez-moi, je reprends ma phrase. Ce n'est pas parce que la surface qui permet de définir un système thermodynamique est nécessairement fermée que le système thermodynamique est nécessairement fermé. Deuxième définition, c'est celle d'un système isolé. Donc un système isolé, c'est un système qui est complètement coupé de l'extérieur. Donc lorsqu'un système est isolé, il n'échange ni matière, ni énergie avec l'extérieur. Donc il n'y a aucun échange avec l'extérieur. Donc à bien connaître les définitions de système isolé, système fermé, système ouvert. Alors pour se tester, je vous propose les quatre exemples, les quatre systèmes thermodynamiques très simples, suivants. Et je vous pose les questions suivantes. Est-ce que ces systèmes-là, ils sont isolés, fermés ou ouverts? Là pareil, si vous avez, un peu de temps, idéalement, vous mettez la vidéo sur pause et vous essayez de répondre aux 4 questions, aux 4 cas qui sont proposés. Je veux juste regarder une chose. OK. Donc premièrement, du thé dans une bouteille thermos. Hem, OK, donc dans ce cas-là, en termes de méthodologie, la première chose à se faire à se la première chose à faire, pardon, c'est de se demander si ce système peut échanger de la matière avec l'extérieur. Donc première question, est-ce que ce système peut échanger de la matière avec l'extérieur? Donc le thé, c'est-à-dire la solution de thé, a priori, on considère un thé dans une bouteille thermos, donc il va pas y avoir, d'action extérieure, c'est-à-dire on va pas boire ce thé, on va pas rajouter du thé. Donc c'est un système qui est fermé, parce que du thé par lui-même ne peut pas sortir, ne peut pas rentrer dans la bouteille thermos. Donc c'est un système fermé, première chose. Ensuite, on se pose la question suivante: est-ce que ce système-là peut échanger de l'énergie avec l'extérieur? Eh bien, si on considère que la bouteille thermos est idéale, ou du moins si on considère la bouteille thermos sur un temps qui est, relativement court, eh bien, il va pas y avoir d'échange thermique avec l'extérieur, il va pas y avoir d'échange de rayonnement avec l'extérieur et par conséquent, bah, ce système est un système fermé, donc pas d'échange de matière et en plus pas d'échange d'énergie, donc par conséquent, ce système-là est un système isolé. Il est complètement isolé, il est complètement coupé de l'extérieur. Si maintenant on considère
ce système-là sur une échelle de temps un petit peu plus longue, comme par exemple, je sais pas, une demi-journée, voire même une journée. Alors on sait qu'une bouteille thermos n'est pas parfaite, qu'il va y avoir des échanges thermiques avec l'extérieur. Et bien dans ce cas-là, sur une échelle de temps un petit peu plus grande, de l'ordre d'une journée, eh bien ce système-là peut être considéré comme un système fermé, mais pas isolé. Deuxième exemple, un élément cubique dans une bouteille d'eau. Alors, un élément cubique, dans ce cas-là, on a une surface virtuelle, donc cubique, ce qui fait que dans cette surface virtuelle, fermée, des molécules vont rentrer et sortir en permanence, sans arrêt. Par conséquent, là, on a un système qui est ouvert. Troisièmement, l'être humain. Eh bien, l'être humain se nourrit, respire, expire. Par conséquent, l'être humain échange de la matière avec l'extérieur. C'est donc un système ouvert. De plus, l'être humain rayonne avec l'extérieur. Donc, vous savez qu'on on rayonne de la chaleur, on est capable, bien sûr, on reçoit de la chaleur extérieure, du rayonnement solaire. Donc, un être humain échange de l'énergie et de la matière avec l'extérieur. C'est donc un système ouvert. Quatrièmement, une bouteille d'eau fraîche. Alors, on considère que la bouteille est fermée, donc il n'y a pas d'échange de matière avec l'extérieur. Donc, c'est un système fermé. Et ensuite, on se pose la question, est-ce que cette bouteille euh, va échanger, va avoir un échange d'énergie avec l'extérieur? Alors, si on parle d'une bouteille d'eau fraîche, c'est sous-entendu, c'est implicite, certainement, c'est que la température de l'eau qui constitue ce système est inférieure à la température ambiante. Mais on sait que l'eau elle va finir par être à la température ambiante au bout d'une certaine durée. C'est donc qu'il va y avoir un échange thermique entre notre système et l'extérieur. Par conséquent, puisqu'il y a des échanges thermiques, le système est non isolé. Donc on peut dire, pour ce quatrième exemple de la bouteille d'eau fraîche, que c'est un système qui est fermé, mais qui n'est pas isolé. Troisièmement, on va voir maintenant des adjectifs pour caractériser les parois d'un système. Et ça, c'est ce qu'on nomme le caractère adiabatique ou diatherme des parois d'un système. Donc ces adjectifs-là, adiabatique et diatherme, caractérisent non pas le système, mais ses parois. Lorsque les parois du système ne permettent pas d'échange thermique avec l'extérieur, elles sont dites adiabatiques ou calorifugées. Donc ça, par exemple, c'est l'exemple d'un thermos. On peut dire que les parois d'un thermos, d'une bouteille thermos, sont adiabatiques ou calorifugées. A l'inverse, lorsque les parois du système permettent des échanges d'énergie avec le milieu extérieur, alors elles sont dites diathermanes. On résume cette partie, on résume le grand 2. Donc ce qu'on doit retenir, c'est ce qu'est un système thermodynamique et comment est-ce qu'on fait pour obtenir un système thermodynamique. Donc pour ça, il faut se donner une surface fermée et ensuite bien retenir les définitions relatives à un système. Donc là, il y a trois adjectifs: isolé, ouvert, fermé. Et enfin, les définitions relatives aux parois. Soit ces parois permettent les échanges thermiques, soit elles ne les permettent pas. Si elles ne les permettent pas, on dit qu'elles sont adiabatiques ou calorifugées. Si ces parois permettent les échanges d'énergie, alors elles sont dites diathermales. Troisièmement, on va voir comment caractériser l'état d'un système thermodynamique et on va voir des éléments en lien avec l'état d'un système thermodynamique. Premièrement, une définition, c'est celle d'un équilibre thermodynamique. Alors, cette notion d'équilibre thermodynamique, elle est importante parce que la thermodynamique ne fonctionne, n'a été bâtie que pour caractériser des états d'équilibre. Hors équilibre, la thermodynamique n'existe pas. Euh, enfin, après, il y a des champs théoriques qui ont voulu pousser l'étude des états de déséquilibre, mais la thermodynamique à laquelle on s'intéresse, c'est c'est l'étude des états d'équilibre. Donc pour ça, il faut définir ce qu'est un équilibre thermodynamique. Eh bien, on dit qu'un système thermodynamique est à l'équilibre thermodynamique
lorsque ces propriétés macroscopiques n'évoluent pas dans le temps, c'est-à-dire lorsque la pression, la température, le volume, la masse, par exemple, de ce système, etc., n'évoluent pas dans le temps. En pratique, ça implique que soient réalisées les conditions d'équilibre mécanique, c'est-à-dire qu'il y ait pas de mouvement mécanique, et conditions d'équilibre thermique, ça veut dire que la température est constante dans le temps. Alors, comment caractériser un système thermodynamique qui est à l'équilibre thermodynamique? Eh bien, on fait appel à des grandeurs d'état. Alors, ces définitions, elles sont intuitives, c'est juste définir des mots pour parler précisément des choses, mais ce sont des choses que vous connaissez déjà intuitivement. Donc, une grandeur d'état, c'est un paramètre physique qui va permettre de caractériser l'état d'équilibre macroscopique ou mésoscopique, je ne l'ai pas mis, mais on aurait pu le mettre, d'un système thermodynamique et qui, par sa modification, en assure l'évolution. Donc, exemple, pression, température, volume et quantité de matière sont des grandeurs d'état. Alors, un développement sur ceci, j'ai mis ici la grandeur d'état, c'est un paramètre physique qui, par sa modification, en assure l'évolution. Euh, donc, une grandeur d'état est pertinente lorsque cette grandeur d'état, lorsqu'elle est modifiée, va provoquer une modification, une évolution dans le système thermodynamique. C'est simple ce que je vais vous montrer, mais c'est pour que ce soit bien clair et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je vais vous montrer l'expérience suivante, qui est une expérience de dilatation de l'air. Donc, le système qu'on considère, c'est l'air qui est contenu à la fois dans la bouteille et dans le ballon de baudruche. Au passage, on peut se poser la question, est-ce que ce système est un système fermé, isolé, ouvert? Alors je réponds à la question, la quantité de matière d'air qui est contenue dans ce volume-là ne va pas changer. C'est donc un système fermé. A priori, ce système, il peut échanger de l'énergie avec l'extérieur. Ce n'est donc pas un système isolé. Donc ce système-là, qui est le système défini par l'air contenu dans la bouteille et le ballon de baudruche, c'est un système qui est fermé, mais pas isolé. Alors on va faire, l'expérimentateur fait la chose suivante, c'est qu'il verse dans l'aquarium de l'eau bouillante. Donc ce qu'on va observer, on va rester pour le moment juste sur l'observation de ce qui se passe. Donc on voit que le volume du ballon de baudruche augmente. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien on peut dire que l'augmentation de l'air de notre système a provoqué la modification du volume de notre système. Et donc ça c'est pour faire le lien avec ce que j'ai noté ici, qui par sa modification en assure l'évolution. Là, la modification, c'est la modification de la température, et cette modification de température, elle va assurer l'évolution du système thermodynamique, et cette évolution, elle va se traduire par une augmentation de volume. Les grandeurs d'état, elles se classent en deux catégories, extensive et intensive. On parle de grandeur extensive si la valeur de cette grandeur, elle est proportionnelle à la taille ou de façon équivalente, on peut dire à la masse du système. A l'inverse, si une grandeur est indépendante de la taille du système, on dit qu'elle est intensive. Ainsi, si un système est divisé en deux parties identiques par la pensée, la valeur d'une grandeur extensive sera elle aussi divisée par deux, et la valeur d'une grandeur intensive ne sera quant à elle pas modifiée. Je vous donne un exemple. Imaginez vous avez deux pièces qui sont mitoyennes, vous avez une cloison entre les deux. Si vous supprimez cette cloison, si vous cassez cette cloison et que vous vous intéressez à la grandeur pression, eh bien la pression qu'il y avait dans une pièce va être la même que la pression que vous allez avoir une fois que vous allez réunir les deux pièces. Donc la pression, c'est une grandeur qui est intensive. Si maintenant vous vous intéressez au volume,
d'une pièce et que vous comparez avec le volume cette fois-ci de 2 pièces réunies, une fois que vous avez fait sauter la cloison, bah là en revanche, ce volume-là, il n'est pas inchangé. Le volume, il va être obtenu par la somme des volumes des 2 pièces. Donc on dit que le volume est une grandeur qui est extensive, là où la pression est une grandeur intensive. Exemple de grandeur extensive, le volume, la masse, la quantité de matière. Exemple de grandeur intensive, eh bien la température, la pression ou bien la concentration massique ou molaire en une espèce chimique. Une remarque, le rapport de grandeur extensive est une grandeur intensive. Je donne l'exemple de la masse volumique. La masse volumique, c'est une grandeur qui est intensive et vous voyez que par définition, la masse volumique, c'est le rapport de deux grandeurs extensives que sont la masse et le volume. En lien avec l'état d'un système thermodynamique, c'est la notion de phase d'un système thermodynamique. Les grandeurs intensives, donc pression, température par exemple, elles permettent de définir la notion de phase dans un système ou d'un système thermodynamique. Une phase, c'est une portion d'espace, c'est une région d'un système thermodynamique dans laquelle toutes les grandeurs intensives varient de manière continue. Et s'il y a une discontinuité, s'il y a un saut brusque, euh, c'est dans une grandeur, c'est que le système comprend plusieurs phases. Je peux vous donner un premier exemple qui prend appui sur le chapitre précédent qu'on a traité, statique des fluides. Dans ce chapitre-là, la pression, elle varie de manière continue. On peut le vérifier expérimentalement en déplaçant un manomètre. On a une variation de pression de l'eau dans une piscine, par exemple, qui va varier continuellement. On ne va pas avoir de saut brusque. Et on le voit aussi par la théorie. On va avoir une relation de type P est égal à P0 plus ρGH, où H est la profondeur de l'eau dans la piscine. Et cette fonction-là, de la pression en fonction de la profondeur, cette fonction-là, c'est une grandeur qui est mathématiquement continue. Je vous donne un autre exemple. Donc si on considère un récipient qui contient de l'eau liquide, de la glace et de l'air, donc tout ça mélangé, le tout étant maintenu à la température de 0 degré Celsius. Puisque la température est uniforme dans le système, c'est-à-dire si vous déplacez un thermomètre dans le système, vous allez trouver partout 0 degré, on ne peut rien conclure en examinant ce paramètre intensif qu'est la température. En revanche, si on considère maintenant comme, comme paramètre intensif la masse volumique, eh bien là on va pouvoir tirer des conclusions. En effet, la masse volumique de l'air elle est de l'ordre de 1 kg par mètre cube, celle de l'eau liquide de l'ordre de 1000 kg, 1 tonne par mètre cube, et celle de la glace, elle est de l'ordre de 900 kg par mètre cube. Donc on voit que pour ce paramètre-là, masse volumique, on a des sauts, donc brusques, discontinus, de ce paramètre-là. Par conséquent, puisque les transitions de l'une à l'autre de ces masses volumiques sont discontinues, sont brusques, on en déduit que le système comporte trois phases, une phase liquide, une phase solide et une phase gazeuse. Alors un petit exercice d'application, on considère une bille de fer piégée dans un glaçon et on définit comme système l'ensemble ainsi constitué. Combien de phases comporte le système et quelle est leur nature? Eh bien, dans ce système-là, on va avoir deux phases solides. Une première phase solide constituée par le fer solide et une seconde phase solide constituée par la glace, donc par l'eau à l'état solide. Euh, on développe un peu cet exercice d'application. Imaginez que dans ce système-là, on ait l'eau sous forme de glace qui commence un peu à fondre, auquel cas on aura trois phases, les deux phases solides précédentes et en plus la phase liquide d'eau formée. Quatrièmement, équation d'état. On a parlé des variables d'état, des grandeurs d'état. Eh bien, dans un système thermodynamique, on est toujours à la recherche d'une relation entre ces grandeurs d'état. Et cette relation entre ces grandeurs d'état, c'est ce qu'on appelle une équation d'état. Donc l'expérience montre que les grandeurs d'état d'un système ne sont pas indépendantes entre elles, les unes les autres, mais qu'il existe entre ces grandeurs une relation vérifiée dans tous
les états d'équilibre d'un système donné. Donc on appelle équation d'état cette relation, et dans le cas d'un échantillon de matière sous une seule phase, il s'agit d'une relation qui lie la température, la pression, le volume et la quantité de matière. Le meilleur exemple d'équation d'état qu'on puisse donner, c'est l'équation d'état des gaz parfaits qu'on verra dans un autre chapitre. Donc pour un volume V de gaz à l'équilibre thermodynamique, on se place toujours à l'équilibre thermodynamique, qui contient n mol à la température T et à la pression P, on a l'équation d'état PV est égal à nRT. Donc cette relation qu'on a déjà employée dans le petit 1 du grand 1, elle est à connaître par cœur. On l'a déjà employée également dans l'exemple de l'atmosphère isotherme, dans le chapitre précédent. Donc je rappelle que la pression, elle s'exprime en pascal, le volume en mètres cubes, la quantité de matière en mol, R c'est la constante des gaz parfaits, dont la valeur vous est donnée et que je vous conseille d'apprendre par cœur, et T est exprimé en Kelvin. Un autre exemple d'équation d'état pour une phase condensée, incompressible et indilatable, dans ce cas-là, l'équation d'état, en fait, elle est très simple. Bah, puisque la phase condensée, on ne peut pas la comprimer, on ne peut pas la dilater, dans ce cas-là, le volume est une constante, et ce, quelle que soit la pression et la température. Cinquièmement, ça c'est une ouverture sur les autres chapitres. Un système thermodynamique, euh, bien qu'il soit considéré et bien qu'il soit étudié à l'équilibre, il va subir des transformations. Donc la thermodynamique, elle ne s'intéresse pas à ce qui se passe d'un état d'équilibre à un autre, elle s'intéresse à l'état d'équilibre initial et à l'état d'équilibre final, et pas ce qui se passe entre les deux. La thermodynamique ne dit rien sur les états hors équilibre. Donc tout l'enjeu de la thermodynamique, c'est de pouvoir déterminer les caractéristiques du nouvel état d'équilibre, connaissant les caractéristiques de l'état initial et bien sûr les conditions dans lesquelles s'effectue la transformation. Et ça, c'est ce qu'on verra dans les chapitres suivants. Pour résumer, eh bien, dans ce chapitre, il n'y a pas de savoir-faire, il y a uniquement des savoirs. Si je vous fais un résumé global de ce chapitre, on peut dire la chose suivante. Un système thermodynamique, il peut se décrire à l'échelle macroscopique ou mésoscopique à l'aide de grandeurs d'état, qui sont pression, volume, température, quantité de matière ou masse. Et cette description, elle se fait forcément à l'équilibre thermodynamique. Voilà l'essentiel. Tout le reste, ce sont des définitions. Alors elles sont importantes pour bien comprendre, encore une fois, les énoncés. Donc ça, je vous laisse le lire, j'ai déjà donné des explications. Donc apprenez bien ces définitions-là. Voilà, j'espère que c'est clair, j'espère que c'est le plus clair possible. Si vous avez des questions, préparez-les. Vous me les poserez, jeudi, ou bien si vous voulez, vous me les posez, par mail. Voilà, n'hésitez pas, et si j'ai plusieurs mêmes questions qui reviennent, je ferai une réponse, groupée. Je vous souhaite une très bonne journée, et à bientôt. Au revoir les élèves.